Un médicament expérimental est injecté à 6 hommes en parfaite santé. Une dose 500 fois supérieure à celle jugée sans danger pour un singe. 90 minutes plus tard, ils sont tous en soins intensifs. Leur tête était devenue énorme, leur corps monstrueux. Les médecins les ont comparés à des hommes-éléphants. L'idée du médicament, c'était d'activer le système immunitaire pour traiter des maladies classiques. Mais ce qui s'est passé ici, c'est une tempête de cytokines. Quand ton système immunitaire détecte une menace, il envoie des messages chimiques pour dire aux autres cellules « Alerte, on se mobilise ». Le problème, c'est quand le message ne s'arrête pas. Les cytokines en surproduction attaquent les parois de tes vaisseaux sanguins. Le sang fuit hors des vaisseaux, les poumons se remplissent de liquide. Les 6 ont survécu, mais certains ont perdu des doigts et des orteils. Leur propre système immunitaire les avait bouffés de l'intérieur. C'est ce qui est aussi passé avec la grippe espagnole. Jusqu'à 100 millions de morts. Les historiens ont remarqué quelque chose de bizarre. Les pandémies affichent généralement une courbe en U. Les très jeunes et très vieux meurent plus, car plus faible, mais 1918, courbe en W. Elle tuait massivement les adultes en parfaite santé. Le virus déclenchait une tempête de cytokines d'une violence proportionnelle à la puissance du système immunitaire de l'hôte. Plus tu étais en forme, pire c'était. Ta défense était l'instrument de ta mort. Et si je te parle de tout ça sur une chaîne tech, c'est pas par hasard. Il y a plusieurs histoires où l'informatique s'est comportée exactement comme la biologie, de façon parfaitement contre-intuitive. 19 juillet 2024, le jour où le monde s'est réveillé avec un écran bleu. Pas un hacker, pas une cyberattaque, un fichier parfaitement sain. Le logiciel de sécurité censé les protéger, CrowdStrike Falcon, venait de déclencher sa propre tempête de cytokines en 78 minutes. Le fichier s'appelait C0000291.6, une mise à jour de configuration envoyée par ton antivirus, le logiciel censé te protéger. Tu commences à voir le problème. Et contrairement à un malware classique qui se propage lentement, cette mise à jour avait été poussée simultanément sur tous ces systèmes via un canal de confiance. Mais comment une simple mise à jour a pu faire autant de dégâts? Sur ton ordinateur, il y a 2 niveaux d'accès. Le premier, User Mode, c'est là où tournent tes apps. Si une plante, Windows la ferme proprement. Le reste survit, c'est une cellule isolée. Le deuxième, Kernel Mode, c'est le cœur du système d'exploitation. Un programme qui y tourne a accès à absolument tout. Si ça plante à ce niveau, c'est pas une cellule qui meurt, c'est l'organisme entier. CrowdStrike Falcon tournait en Kernel Mode. Pour contrer les menaces avancées, il y avait besoin d'un accès total. Résultat des courses, plus de 10 milliards de dollars de dégâts. À peine 1% du parc informatique a fait tomber des aéroports, des hôpitaux, des banques, des centres d'appel d'urgence 911. Les écrans publicitaires géants de Times Square affichaient des écrans bleus de la mort. L'architecture interne du monde était devenue visible à l'œil nu. Delta Airlines a annulé des milliers de vols en une semaine. Un demi-milliard de dollars de pertes, leurs avions fonctionnaient parfaitement. C'est le système de planification des équipages qui était mort. Ironie, la compagnie la moins touchée, c'est Southwest Airlines. Leur infrastructure était si archaïque qu'elle n'était même pas compatible avec CrowdStrike. Sauf que 2 ans plus tôt, ces mêmes systèmes obsolètes avaient provoqué leur propre catastrophe. 16 700 vols annulés en décembre 2022. Le retard technologique ne protège pas, il déplace juste le moment où tout casse. Pour couronner le tout, impossible de réparer le système, parce que la plupart des machines étaient protégées par BitLocker, le système de chiffrement de Microsoft. Sauf que les administrateurs système avaient besoin de la clé de récupération à 48 chiffres, stockée sur des serveurs hors ligne à cause de la panne. Comment on répare ça? Il y a des milliers de techniciens qui marchent physiquement jusqu'à chaque ordinateur avec une clé USB. Un par un. Le fixe le plus high-tech de 2024. Quand CrowdStrike a voulu s'excuser auprès de ses partenaires, ils leur ont envoyé un bon Uber Eats de 10 $. Et le système antifraude d'Uber a détecté l'envoi massif de bons de réduction comme une activité suspecte. Tous les bons ont été bloqués. Un système de sécurité qui s'excuse d'avoir cassé les systèmes, bloqué par un autre système de sécurité. La nature a résolu ce problème il y a des millions d'années. Et la solution qu'elle a trouvée est terrifiante, parce qu'elle repose sur un principe qu'aucun ingénieur n'oserait proposer.
Ton corps se tue lui-même pour survivre. Chaque année, il détruit et remplace une masse de cellules équivalente à ton propre poids. Ce n'est pas un bug, c'est le seul mécanisme qui te maintient en vie. Ça s'appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Un algorithme biologique gravé dans l'ADN depuis des millions d'années. La sculpture biologique se fait par soustraction, comme un sculpteur qui taille dans le marbre. Dans le ventre de ta mère, tes doigts étaient palmés. Le cristallin de ton œil, ces cellules détruisent leur propre organelle pour devenir parfaitement transparentes. Tu vois le monde à travers des cadavres cellulaires organisés. La mort programmée comme outil de précision chirurgicale. Le problème, c'est que l'apoptose a besoin de quelque chose que nos systèmes modernes n'ont pas, du temps pour identifier exactement ce qui doit mourir. Mais 2021, Colonial Pipeline n'avait pas ce temps. Les hackers du groupe DarkSide s'introduisent dans le réseau de la plus grande infrastructure de pipeline carburant des États-Unis. Et en quelques heures, l'entreprise va déclencher sa propre destruction, volontairement. Ils n'ont pas touché aux pompes, compromis le système de facturation. Colonial Pipeline a coupé tout le pipeline. 8850 km d'infrastructure physique parfaitement opérationnelle à l'arrêt parce que le système de facturation était KO. Résultat, la panique a été si totale que des Américains de la côte Est se sont rués sur les stations-service et ont stocké de l'essence dans des sacs poubelles. Le chaos était tel que la Consumer Product Safety Commission a dû intervenir en urgence pour éviter des accidents mortels. Le PDG a fini par payer 4,4 millions de dollars en bitcoin aux hackers le jour même. Épilogue, quelques semaines plus tard, le FBI a réussi à pirater le portefeuille crypto des hackers et à en récupérer 2,3 millions sur les 4,4. Mais après des centaines de millions de dollars de pertes économiques, appeler ça une victoire serait peut-être généreux. Les hackers étaient rentrés avec un seul mot de passe, un vieux compte VPN inutilisé, sans authentification multifacteur. Le malware de DarkSide avait une particularité assez extraordinaire. Il était livré avec un vaccin intégré. Si le logiciel détectait un clavier configuré en russe ou en cyrillique, il se désinstallait automatiquement. Ça nous dit beaucoup sur l'origine probable du groupe. Et le plus contre-intuitif, DarkSide a publié un communiqué pour s'excuser. Il ne voulait pas créer le chaos, juste faire de l'argent discrètement. Nos systèmes modernes peuvent couper, amputer, sacrifier, mais rarement avec la précision biologique de nos organismes. Et si le problème ne venait pas de ne pas savoir comment couper, mais de ne pas savoir où commencer. En 1981, des charpentiers américains commencent à envoyer des morceaux de bois à un homme. Des concessionnaires automobiles lui envoient des clés de voiture dans des petits cercueils. Leur message: tu viens de tuer notre industrie. Cet homme, c'est Paul Volcker, le président de la Réserve fédérale. Et il assumait. Le niveau de vie de l'Américain moyen doit baisser. L'Amérique des années 70, c'est l'inflation à 2 chiffres. Ton caddie de course coûte 15% de plus chaque année. Ton salaire, lui, ne bouge pas. Le pétrole, le choc de 1973, la guerre du Vietnam, tout ça a créé une spirale infernale. Volcker arrive en 1979 à la tête de la Fed avec une conviction simple et terrifiante. Pour tuer l'inflation, il faut casser l'économie. En octobre 1979, il convoque une réunion d'urgence un samedi soir, loin des marchés, loin des caméras, ce que Wall Street appellera plus tard le Saturday Night Special. La décision est prise dans le secret. Il remonte les taux d'intérêt à des niveaux jamais vus, le prime rate grimpe à 21,5%. Pour te donner une idée, aujourd'hui en France, un crédit immobilier c'est autour de 3%. Là, c'est 7 fois plus. Tu empruntes plus rien à ce prix-là. Les promoteurs ne construisent plus, les concessionnaires ne vendent plus, les entreprises ne s'endettent plus pour investir. Tout se fige. C'est ce que les économistes appellent le sacrifice ratio. Pour faire baisser l'inflation à 1%, l'économie américaine a dû sacrifier environ 5% de son PIB annuel. En novembre 1982, le taux de chômage américain atteint 10,8%, le plus haut niveau depuis la Grande Dépression. Des millions de personnes perdent leur emploi à la suite d'une équation macroéconomique implacable, validée à huis clos dans un bureau de la Réserve fédérale. Le chômage n'était pas un dommage collatéral, c'était la stratégie. Les gens au chômage dépensent moins,
Et qui dépense moins fait baisser les prix. Mais le dollar, c'est la monnaie de réserve mondiale. Monter les taux américains, c'est écraser tout le reste au passage. Des secteurs entiers avaient fait des paris sur des taux stables. Une décennie de crise, des centaines de milliards aux contribuables, dommages collatéraux d'une chirurgie sans anesthésie. Volcker recevait des messages de mort. Il est devenu le premier président de la Fed à bénéficier d'une protection permanente des services secrets. Il n'a pas cédé. La question n'est pas est-ce que ça a marché. La question c'est est-ce que ça valait le coup. L'inflation américaine retombe de 14 à 3% en 1983. L'économie repart. Dans les manuels de finance, Volcker est souvent présenté comme le sauveur de l'économie américaine. L'histoire a validé sa méthode en omettant parfois le prix humain. Le chirurgien n'a pas demandé son avis à la jambe qu'il amputait. Mais il y a une approche encore plus radicale, ne pas couper soi-même, faire en sorte que le système se détruise de l'intérieur. Et c'est exactement ce que font les cyberattaques les plus dangereuses aujourd'hui. Elles ne forcent pas les défenses, elles les retournent. La biologie, encore une fois, avait trouvé la technique en premier. La stratégie du bouc de Judas. Dans une infection au VIH, 95% des cellules immunitaires qui meurent ne sont pas détruites par le virus elle-même. Trompées par un signal d'alerte fantôme, elles déclenchent simplement leur propre mécanisme d'autodestruction. Le fonctionnement du virus est tragiquement simple. Sa seule présence suffit à retourner le système d'alerte contre lui-même. Un bouc de l'élevage, c'est un animal entraîné pour tromper. Tu le mets au milieu d'un troupeau de moutons, il les guide, les rassure, marche en tête vers l'abattoir, et au dernier moment, il s'écarte. Il survit, les autres non. Il ne force personne, il exploite juste la confiance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les stratèges américains ont déployé de vieux bombardiers B-24, peints en couleurs psychédéliques, presque festives. Leur mission, voler au milieu des formations de combat, rassembler des escadrilles, donner le signal du départ, puis faire demi-tour. Les autres continuaient vers les cibles ennemies, les Judas-planes rentraient à la base. Dès l'heure organisée, des signaux de cohésion fabriqués pour coordonner les vrais combattants et disparaître avant le danger. Imagine une attaque où les hackers ne cherchent pas à faire tomber ton système, ils cherchent juste à te détruire. Ça s'appelle le yo-yo DDoS attack, le déni de portefeuille. Les grandes infrastructures font de l'autoscaling. Si ton serveur reçoit un pic de trafic, il commande automatiquement plus de capacité. Tu payes ce que tu consommes. Ici, l'attaquant envoie une vague massive de trafic. Le système a réagi correctement, il scale en achetant de la capacité, puis l'attaquant arrête, puis recommence. Puis arrête. Il fait du yo-yo. Chaque pic force l'achat de ressources. À la fin du mois, la facture est catastrophique. Des millions de dollars de capacité achetés pour contrer des pics factices. Le système a survécu à l'attaque, il est mort par son coup. On peut pas régler ce problème en ajoutant de la sécurité. Plus tu empiles les défenses, plus tu donnes de munitions à la prochaine surréaction. C'est pas un problème d'ingénierie, c'est un problème de design. Ton corps l'a compris, la seule vraie protection, c'est d'accepter de se détruire un peu tout le temps, pour ne jamais avoir à se détruire entièrement. Nos systèmes, eux, refusent encore de perdre le moindre morceau, jusqu'au jour où ils perdent tout. À l'heure où l'IA donne un pouvoir quasi démiurgique aux hackers, à l'heure où les États se font la guerre sur le terrain du cyber. Il est urgent de repenser la façon de se protéger en citadelle, car tout ce qui est dur finit par se casser, contrairement à l'antifragilité.